sans malice. Longue moustache gominée, 2 bouts de ficelle à passer dans un trou percé par une alène, manchettes amidonnées, sur lesquelles il tirait sans arrêt pour les faire sortir des manches, quand Spiro Tempini, timide et fluet, myope et de manières accomplies, demanda en bonne et due forme la main d'Iduccia, la benjamine, à l'aînée des 4 sœurs Marguerite, puis s'en alla comme un canard sur ses panards bien chaussés, mais tout endolori, en s'inclinant plusieurs fois de suite. Serafina, aussi bien que Carlotta que Zoé, qu'Iduccia même, restèrent un moment quasi assommées. C'est qu'elles s'attendaient si peu à ce que quelqu'un puisse avoir jamais l'idée, désormais, de demander la main de l'une d'elles. Après s'être résignées à une telle suite de malheurs, ruine soudaine suivie de la perte de leur père, mort de crève-cœur, et de la perte de leur mère, ensuite obligation de tirer profit des études, qu'elles n'avaient faites que pour enrichir, avec quel raffinement, leur éducation de demoiselles, elles s'étaient résignées à rester vieilles filles. À vrai dire, certaines de leurs chères amies se refusaient à croire à cette dernière résignation, car les demoiselles Marguerite leur semblaient, depuis un certain temps, s'être en quelque sorte butées. Serafina sur 30 ans, Carlotta sur 29, Zoé sur 27, Ida sur 25. Le temps passait, commençait sans ménagement à les pousser par les épaules. Peine perdue. Obstinément immobile sur le triste seuil de ces années largement dépassées, que pouvait-elle encore attendre? Eh bien, quelqu'un qui les obligerait finalement à bouger, à ne plus avancer seuls. Quand les chères amies entendaient les 3 aînés appeler leur cadette de son petit nom Iduccia, elles avaient l'impression, disaient-elles, que les 3 sœurs l'appelaient de loin, de très loin. Car si l'on comptait bien, voyons, Ida devait avoir au moins 28 ans. Néanmoins, grâce à l'aide d'amis influents restés fidèles après leur ruine, grâce aussi à leur travail, c'est-à-dire en donnant des leçons particulières de langues étrangères, anglais et français, d'aquarelle, de harpe et de miniature, les demoiselles Marguerite avaient réussi à garder leur maison intacte, dont l'élégance sobre et simple du mobilier et des tentures prouvait assez l'aisance dans laquelle elles étaient nées et dont elles avaient joui. Et elles allaient encore au concert, à des réunions, accueillies partout avec déférence et sympathie, pour le courage dont elles faisaient preuve, pour la distinction désinvolte avec laquelle elles portaient leur toilette qui n'était tout de même plus très chic, pour leurs façons aimables et bienveillantes, et même pour leurs miroirs gracieux et encore agréables. Elles étaient maigrelettes, un peu trop peut-être. Des manches à balai, disaient les mauvaises langues. Assez grandes toutes 4. Ida et Serafina, blondes. Carlotta et Zoé, brunes. Certes, c'était une belle victoire que de pouvoir se suffire par son travail. Elles auraient pu mourir de faim, et elles ne mouraient pas. Elles gagnaient de quoi manger, de quoi s'habiller convenablement, de quoi payer leur loyer. Et les chères amies nanties d'un mari et d'un fiancé, ou qui avaient une liaison, les félicitaient de cette prouesse. Les unes promettaient de leur envoyer bientôt leur petite Titi, ou leur petit Coco, étudier la harpe ou l'aquarelle. Et c'était miracle si les autres ne leur promettaient pas de se dépêcher de mettre au monde un garçon ou une fille, pour avoir à leur tour le plaisir d'aider de si courageuses amies à gagner de quoi s'habiller convenablement, de quoi payer leur loyer et ne pas mourir de faim. Et voici que ce monsieur Tempini leur tombait du ciel. Il fallut pas mal de temps aux 4 sœurs pour se remettre de leur stupeur. Elles ne le connaissaient que depuis quelques mois. Elles l'avaient rencontré une 12aine de fois, peu ou prou,
dans les salons qu'elle fréquentait, et elle n'avait jamais eu l'impression qu'il eût manifesté de façon ou d'autre, timide comme il était, et perpétuellement soucieux de ses pieds trop gros, bien chaussés mais endoloris, qu'il nourrissait quelque visée sur leur personne. Un peu plus, après toute cette aventure vaine et anxieuse, cette demande si soudaine, si inespérée, les aurait contrariées. Elle les rendait soupçonneuses. Quelle considération avait bien pu amener cet homme à se fourrer, le cœur léger, avec cet air égaré, chez 4 filles seules, sans dot, sans situation, sinon précaire, du moins incertaine, très unies et étroitement liées par l'entraide qu'elles étaient forcées de s'accorder. Que s'imaginait-il? Comment s'était-il décidé? Qu'avait donc fait Ido-Chiya pour le décider? Mais rien, je vous jure, absolument rien, protestait énergiquement Ido-Chiya, le visage en feu. Au début, ses sœurs se montrèrent incrédules, si bien qu'Ido-Chiya se fâcha et alla jusqu'à déclarer qu'elle ne voulait plus rien savoir, qu'il lui était antipathique, et même tout à fait antipathique. Comment s'appelle-t-il? Ce Tempini. Allons, antipathique? Pourquoi? Mais non. C'est un jeune homme sérieux, dit Serafina. Cultivé, dit Carlotta. Licencié en droit, dit Zoé. Et Serafina d'ajouter secrétaire au ministère de la Justice. Et Carlotta, professeur je ne me souviens pas bien de quoi, à l'université de Rome. Et dire qu'elle le connaissait à peine, ses sœurs Marguerite. Zoé se souvenait même que Tempini avait tenu une conférence au cercle juridique. Oui, une conférence avec projection, où l'on montrait les empreintes digitales des délinquants. Elle se rappelait très bien, et même la conférence était intitulée « Signalement dactyloscopique avec relief d'empreintes digitales ». Du reste, Serafina et Carlotta demanderaient d'autres renseignements, prendraient conseil auprès d'amis influents, non pas qu'elles eussent le moindre doute sur Tempini, mais pour faire les choses comme il faut. 3 jours plus tard, Spiro Tempini fut accueilli à la maison et présenté dans le monde en qualité de fiancé d'Ido-Chiya. D'Ido-Chiya seulement? On aurait vraiment dit qu'il l'était avec les 4 Marguerite, et même plus qu'avec Ido-Chiya, avec les 3 autres. Car Ido-Chiya, voyant ses sœurs s'approprier si naturellement la satisfaction, la joie qui aurait dû lui être personnelle, se raidissait en une attitude plutôt réservée, ce qui empirait les choses. Si bien que, supposant qu'Ido-Chiya ne parvenait pas à dominer sa première, son injuste antipathie pour Tempini, les sœurs jugeaient de leur devoir de le dédommager de cette froideur, en l'accablant d'attention, de gentillesse, pour qu'il ne s'en aperçoive pas. « Spiro, le foulard! Couvrez-vous, je vous en prie. Vous avez la voix un peu éraillée. Spiro, vous avez les mains trop chaudes. Pourquoi ?» Puis, chacune avait quémandé un petit sacrifice. Zoé. « Je vous en prie, Spiro, ne vous pommadez plus les moustaches. » Carlotta. « Si j'étais vous, Spiro, je me laisserais pousser les cheveux. Tu ne trouves pas, Ido-Chiya, que les cheveux en brosse ne lui vont pas? Il vaudrait mieux une raie de côté, à la Guillaume. » Et Serafina. « Ido-Chiya devrait vous faire enlever vos lunettes. C'est bon pour un notaire ou un professeur d'allemand. Il vaudrait mieux porter un lorgnon. Un lorgnon sans cordon, je vous en prie. Un pince-nez. » Au gros panard, aucune allusion. C'était irrémédiable. En moins d'1 mois, Spiro Tempini changea du tout au tout. Les mauvaises langues le plaignaient à tort, car, grandi seul, sans famille, sans soins, il se trouvait extrêmement heureux entre ses 4 sœurs si gentilles, si intelligentes, si pleines d'entrain, qui le gâtaient,
ne cessaient de l'entourer pour lui demander un renseignement, un conseil ou un petit service. « Spiro. Qui est-ce ? Bacon. »« S'il vous plaît, Spiro, boutonnez-moi donc ce gant. »« Ouf, quelle chaleur. Cela vous ennuierait-il de porter mon manteau ? Dites-moi, Spiro, pourriez-vous régler ma montre ? Elle retarde tout le temps. » Iduccia motus. Soupçonner ses sœurs, ça, non. Jamais de la vie. Mais elle commençait à en avoir assez de tout cet étalage de coquetterie sans malice. Sans arrêt autour de lui, comme trois cols, ses sœurs auraient dû comprendre, s'apercevoir que Tempini, d'un naturel timide et serviable, la négligeait à leur profit. Elle ne lui laissait ni le temps ni le moyen, non seulement d'être auprès d'elle, Iduccia, mais même de reprendre souffle. Spiro par-ci, Spiro par-là, il aurait dû avoir 4 bras, le pauvre, pour en offrir un à chacune, et autant de mains pour les prendre toutes les 4. Ce qui la vexait le plus, c'était que par leur minauderie, elle l'obligeait chaque fois à apporter 4 cadeaux. Mais oui, elle lui faisait tellement fête, chaque fois, que de peur de les décevoir, il se gardait bien de s'en tenir à un seul pour elle, en particulier. Iduccia ne disait mot, mais elle piquait de ses rages à la vue de ses petites moue et de ses attentions. À ce train, grand Dieu, il aurait pu tout aussi bien demander la main de Zoé ou de Carlotta, ou même de Serafina. Pourquoi avoir demandé la sienne ? Iduccia attendait donc avec grande impatience, bien que sans le moindre enthousiasme, le jour du mariage, dans l'espoir que ce jour-là, à la fin des fins, il ferait une certaine distinction. Un contretemps des plus fâcheux se produisit. Pour faire le voyage de noces, Spiro Tempini avait sollicité un travail extraordinaire au ministère de la Justice. Malgré les témoignages d'affection de ses futures belles-sœurs et tout ce qu'elles lui donnaient à faire, il l'avait mené à bien avec cette diligence minutieuse, ce zèle scrupuleux qu'il avait coutume d'apporter à tous ses travaux de bureau, à ses études remarquables de sciences positives. Il comptait que ce travail lui serait rétribué quelques jours avant les noces. Mais au dernier moment, quand tout était déjà prêt pour la cérémonie, les faire-part imprimés, les invitations expédiées, la Cour des comptes avait repoussé le décret ministériel pour vice de forme. Sur le moment, Spiro Tempini sembla presque terrassé par une congestion cérébrale. Lui généralement si timide, si respectueux, si mesuré dans ses expressions, laissa échapper des mots incendiaires contre la bureaucratie et l'administration de l'État, puis contre le ministre et tout le gouvernement qui lui envoyait promener son voyage de noces. Non pas pour le voyage en soi, mais parce qu'il se voyait obligé de manquer de délicatesse envers ses 3 belles-sœurs non mariées. Il avait été établi, ou plutôt cela n'avait pas même donné lieu à discussion, qu'ils partageraient leur appartement. Sans doute, mais, Seigneur, pour la première nuit au moins, il n'aurait pas aimé rester là, sous le même toit. Il imaginait l'embarras, pour ne pas dire plus, de ces 3 pauvres filles, une fois les invités partis et la fête terminée, quand Iduccia et lui, il en avait des sueurs froides. Ce serait un moment terrible, une entorse à toutes les convenances, un tourment angoissant toute la nuit. Comment la passerait-elle,
ces 3 pauvres âmes, avec leur petite sœur séparée d'elle pour la première fois, dans une autre chambre, par là, avec lui. C'est en vain que Spiro Tempini, pour remédier à la situation, supplia Iduccia de se contenter d'un petit tour de 3 ou 4 jours, quel qu'il soit, d'une promenade à Frascati ou à Albano. Iduccia, parce qu'elle ne comprenait peut-être pas, et il n'osa pas le lui faire comprendre avant le temps, Iduccia ne voulut rien entendre. Cela lui paraissait un repli mesquin et humiliant. Allons, mieux valait rester à la maison. Tempini avala sa salive et risqua. Je le disais pour vos sœurs, c'est tout. Mais la jeune fille, qui brûlait d'en parler depuis un bon moment, le dévisagea de tous ses yeux. Pourquoi? Que viennent faire mes sœurs dans cette affaire? Encore elles? Et qui sait ce qu'aurait ajouté Iduccia dans sa colère, si elle n'avait pas été si bien élevée et obligée de faire semblant, jusqu'à la dernière minute, de ne rien comprendre du tout. Néanmoins, ce fut une jolie réunion, pas très animée, car, on le sait, l'idée des noces évoque pour tous ceux qui ont un peu de jugeote la conscience de leurs devoirs et de leurs responsabilités rien moins que légères, mais dignes tout de même et qui leur faisaient honneur par la qualité des invités. Spiro Tempini, qui tenait plus à son titre universitaire qu'à son poste de secrétaire au ministère de la Justice, car il pensait valoir plus que son emploi, invita de rares collègues et de nombreux professeurs de faculté, lesquels daignèrent parler avec brio d'études anthropologiques et psychologiques, de sociologie, d'ethnographie, de statistique. Puis vint le moment terrible, et il se passa, hélas, tel que Tempini l'avait prévu. Elles avaient beau paraître désinvoltes, les 3 sœurs vibraient d'émotion, sans parler d'Iduccia. Jusqu'alors, elles avaient traité Tempini le plus simplement du monde. Mais ce soir-là, quelle gêne, quelle sensation en le voyant rester sous le même toit, avec elle, lui, seul homme de la maison, déjà en droit d'entrer pleinement dans cette intimité, pourtant si timide et si embarrassée qu'il affrontait en ses premiers instants. Profondément troublées, les yeux étincelants, les 3 sœurs regardaient la jeune mariée et lisaient dans ses yeux l'inquiétude qui étreignait leurs petites âmes, non point complètement ignares, certes, et bien pour cela plus trépidantes. Iduccia se détachait d'elle, et à partir de ce soir-là, elle appartiendrait davantage à cet étranger qu'à elle-même. Il s'agissait d'une violence qui les troublait d'autant plus que la façon dont elle s'était manifestée jusque-là avait été plus délicate. Et puis Iduccia, elle seule, dans quelques instants, saurait. Elles s'approchèrent en souriant nerveusement pour l'embrasser. Bientôt, le sourire se transforma en pleurs. 2 d'entre elles, Serafina et Carlotta, se sauvèrent dans leur chambre, sans un coup d'œil à leur beau-frère. Zoé fut plus courageuse. Elle lui montra ses yeux rouges, et levant le poing, lui dit entre 2 sanglots « Vilain !» Mais il était écrit qu'Iduccia ne bénéficierait pas de la distinction entre elle et ses sœurs. Elle la paya. Et comment, la pauvre Iduccia? On peut dire qu'elle commença à mourir dès le lendemain. Tempini tâchait de lui faire accroire, aussi bien qu'à ses sœurs, que ce n'était pas une maladie à proprement parler. Un petit dérangement, tout bonnement, disait-il à ses sœurs, peiné mais non préoccupé. Et à sa femme. Et c'est trop tôt, Iduccia, trop tôt. Patiente un peu. Mais Iduccia souffrait tellement. Trop. Elle n'avait pas un moment de répit. Nausées, étourdissement, prostration si accusée de tous les membres qu'après le 3e mois, elle était incapable de se tenir sur ses jambes. S'abandonnant dans un fauteuil,
les yeux clos, sans même la force de lever un doigt, elle écoutait par là, dans la salle à manger, ses 3 sœurs bavarder gaiement avec son mari. Et l'envie la minait. Ah, quelle envie rageuse montait en elle, pour ces 3 filles qui avaient l'air de s'afficher devant elle, si défaites, avec leurs gestes, leurs courses folles à travers les pièces, comme une victoire. Celle d'être restées encore agiles, d'être restées d'acier dans leur virginité. Son dépit était tel qu'un peu plus, elle se serait imaginé que sa maladie provenait surtout de la hargne que leurs vues et leurs propos lui causaient. Tenez, elle riait, jouait de la harpe, s'habillait comme si de rien n'était, sans souci d'elle qui allait si mal. Mais n'était-ce pas juste, naturel? Elle avait un mari, elle, non. Il fallait donc en supporter les conséquences. Du reste, Spiro les tranquillisait, leur disait qu'il n'y avait pas de souci à se faire. La légère peine qu'elles pouvaient éprouver pour les malaises de leur sœur était récompensée par la joie d'avoir bientôt un petit-neveu ou une petite-nièce. Et cette joie était si grande qu'elles estimaient même injustes les plaintes et les soupirs d'Ida. Ah, certains jours, à voir ces 3 sœurs entourer son mari comme avant, plus qu'avant, une vraie glu. L'envie d'Iduccia s'aigrissait au point de devenir proprement de la jalousie. Puis elle se calmait, se repentait de ses mauvaises pensées. Elle se disait que, somme toute, il était bon qu'elle s'occupe de Spiro, puisqu'elle ne le pouvait pas. Et qui sait, peut-être le ferait-elle toujours, habillée de noir. Car elle allait mourir. Oui, elle le sentait. Elle en était sûre. Ce petit être qui mûrissait en son sein lui suçait brin par brin la vie. Quel lent supplice lancinant. Elle sentait que, brin à brin, il lui arrachait la vie du cœur. Elle allait mourir. Ses 3 sœurs serviraient de mère à cette petite créature. Une petite fille, elle l'appellerait Iduccia, comme elle. Puis, avec les années, aucune des 3 ne penserait plus à elle, car elles auraient une autre Iduccia. Mais son mari. Pour lui, cette petite fille, cela ne pouvait pas être la même chose. Peut-être que lui, laquelle des 3 choisirait-il? Zoé? Carlotta? Serafina? Quelle horreur! Pourquoi songeait-elle à cela? Toutes les 3 ensemble, oui, elles pouvaient servir de mère à cette petite créature. Mais s'il en choisissait une, Zoé par exemple. Zoé, non, ce ne serait pas une bonne mère, parce qu'elle aurait à élever d'autres enfants, les siens. Et c'est Carlotta et Serafina qui s'occuperaient de la petite orpheline avec le plus d'amour, c'est-à-dire celle qu'il ne choisirait pas. Par conséquent, s'il le fallait dans l'intérêt de la petite, Spiro ne devrait en choisir aucune. Pourquoi ne pas rester là, chez elle, comme un frère? Iduccia le lui demanda, quelques jours avant l'accouchement, en lui avouant la grande peur qu'elle avait de mourir et les tristes pensées qu'il avait déchirées pendant tous ces mois d'agonie. Spiro la gronda, tout d'abord. Il se révolta, puis, cédant à ses instances, qui étaient puériles, voyons, autant que cette crainte, il fut obligé de jurer. « Es-tu contente, maintenant ?»« Contente. » 3 jours plus tard, Iduccia mourait.
Les 3 survivantes pouvaient-elles imaginer sérieusement prendre jamais la place de leur petite sœur morte, qui avait laissé un si grand vide dans leur cœur et dans leur maison? Comment concevoir un tel soupçon? Aucune des 3, certes. Et Zoé avait tort, par exemple, d'afficher trop de chagrin et de tendresse pour la pauvre petite orpheline. Sérafina et Carlotta, plus réservées, plus renfermées, presque raidies dans leur deuil, la rappelaient à l'ordre. « Zoé !»« Quoi ?» demandait Zoé, après avoir cherché en vain à lire dans leurs yeux la raison de ce rappel à l'ordre. « Laisse-la tranquille !» lui disait froidement Carlotta. Puis Sérafina, entre 4 yeux, lui conseillait de freiner un peu, voyant ces effusions d'affection trop vives pour l'enfant. « Mais pourquoi ?» demandait Zoé à l'étourdie. « Ce pauvre petit être... D'accord, mais devant lui... »« Spiro ? Oui, retiens-toi. Il pourrait croire que tu... » « Quoi ? Tu comprends. Maintenant, nous sommes dans une situation un peu difficile, voilà. Tant qu'Iduchiya était là... » En effet, Zoé comprenait. Tant qu'Iduchiya était là, Spiro était comme un frère. Mais maintenant qu'Iduchiya n'était plus là, elles n'étaient que 3 filles seules, forcées de vivre avec leur beau-frère veuf, à cause de cet enfant, et... Il faut le faire, pour notre Iduchiya, concluait Sérafina avec un profond soupir. Cependant, peu après, Zoé, revenant sur le sujet, se demandait « Que faut-il faire pour notre Iduchiya ? Pas beaucoup de caresses à la petite ? Pourquoi ça ? Parce que Spiro, voyant que je lui en fais trop, pourrait supposer... Grand Dieu, comment cette idée avait-elle pu venir à Sérafina ? Moi. C'est ainsi que toutes 3 se surveillaient l'une l'autre quand Spiro était à la maison, et même quand il n'y était pas. Et cette surveillance pointilleuse et ce comportement si roide dénouaient peu à peu et faisaient tomber tous les liens d'intimité qui s'étaient noués fraternellement entre elles et leur beau-frère. Celui-ci remarqua leur froideur, mais il supposa tout d'abord qu'elle provenait de leur chagrin. Puis il commença à s'aviser d'une certaine réserve soupçonneuse dans les regards, les propos, dans toutes les manières de ses belles-sœurs, une sorte de rancœur gauche, qui interdisait n'importe quelle confidence. Pour quelle raison ? Entendait-elle ne plus le traiter en frère ? Et Spiro lui-même se vit obligé de se retenir, de prendre ses distances. Un jour, son lorgnon tomba, et au lieu d'en acheter un autre, il chaussa ses lunettes, abandonnées pour faire plaisir à Sérafina. La première fois qu'il alla chez le coiffeur, il lui dit qu'il ne voulait plus de cette raie de côté, adoptée sur le conseil de Carlotta, et il se fit couper les cheveux en brosse, comme autrefois. Il ne recommença pas à se pommader les moustaches, pour ne pas laisser supposer que le veuf qu'il était songeait encore à sa personne, bien que Zoé lui eût dit que les moustaches gominées lui allaient mal. Mais, comme il remarquait à table que Sérafina et Carlotta lançaient des regards de travers à ses moustaches, puis échangeaient un coup d'œil entre elles, dans la crainte qu'elle ne soupçonne qu'il entendait entourer Zoé de quelques égards particuliers, il se remit à se pommader les moustaches comme autrefois. C'est ainsi qu'il s'écarta de leur intimité dans son aspect même. Tant d'attention, pensait-il, tant de gentillesse avant et maintenant. Avait-il manqué en quoi que ce soit ? Était-ce de sa faute si Iduchiya était morte ? C'était un malheur. Il le ressentait autant qu'elle, plus qu'elle. Leur douleur commune, au contraire, n'aurait-elle pas dû les rapprocher fraternellement ? Ses belles-sœurs désiraient-elles peut-être qu'il les quitte et aille s'installer ailleurs ? En restant, il avait cru leur être agréable. Il leur venait en aide,
et non pas pour une bagatelle. Il assurait presque entièrement les besoins de la maison. Et puis, il y avait l'enfant, la petite Iduchiya. Ne l'avait-il pas confiée à leurs soins? Plus encore, il remarquait avec chagrin que la petite était traitée froidement et presque négligée. Spiro Tempini ne savait plus que penser. Il prit le parti de rester dehors le plus qu'il le pouvait, pour leur peser le moins possible. À de nombreux indices, il lui semblait devoir déduire que sa présence leur portait ombrage et les embarrassait. Mais la glace s'épaississait toujours davantage, et Serafina disait à Carlotta « Tu vois, monsieur ne reste plus à la maison, et pour le peu qu'il y reste, il est distant, gêné. Qui sait ce qu'il couve ?»« Oh, notre pauvre Iduchiya !» Carlotta haussait les épaules. « Que pouvons-nous y faire ?» ?»« Évidemment, » reprenait Serafina, « je voudrais bien savoir ce qu'il prétend de nous, en nous montrant cette froideur. Que nous lui jetions les bras autour du cou pour le retenir ? À vrai dire, je ne me serais jamais attendu à cela. » Carlotta baissait les yeux, soupirait. Il semblait si gentil. Et Zoé, « Vous parlez de Spiro ? C'est un homme, voilà tout, tous les mêmes. Il y a 6 mois à peine, et déjà... » Autre soupir de Carlotta, et Serafina de l'imiter en ajoutant « C'est le souci de cette pauvre petite créature qui me tourmente. » Et Zoé, il est clair qu'il ne lui suffit plus d'être traité comme il nous est possible de le faire. Et Carlotta, de nouveau, les yeux baissés. Dans notre situation... Pensez tout de même, réfléchissez, reprenait Serafina. Notre petite Iduchiya entre les mains d'une étrangère, une marâtre. À cette idée, les 3 sœurs tressaillaient. Elles se sentaient l'échine fendue de frissons semblables à des coups de rasoir portés en traître. Non, non, un sacrifice était nécessaire par amour de la petite. Nécessité, dure nécessité, mais à laquelle de se sacrifier. Serafina pensait, c'est à moi, je suis l'aîné. Il ne s'agit plus d'amour, à mon âge. Ce n'est pas une épouse qu'il doit choisir, c'est une mère pour la petite. Je suis l'aîné, par conséquent la mieux adaptée. En me choisissant, il prouvera qu'il n'a pas entendu faire de tort au souvenir d'Iduchiya. Nous sommes presque du même âge. Je n'ai que 6 mois de plus que lui. C'est à moi, pensait Zoé au contraire. Je suis la plus jeune, la plus proche d'Iduchiya, pauvre âme. Il avait choisi la dernière. La dernière, maintenant, c'est moi. Par conséquent, c'est mon tour. Sans aucun doute, si la nécessité de ce sacrifice vient à l'effleurer aussi, c'est moi qu'il choisira. De son côté, Carlotta ne se jugeait pas moins indignée que ses sœurs. Elle pensait que Serafina était trop montée en graine, et qu'en épousant Zoé, Spiro prouverait qu'il pensait plus à lui qu'à la petite. Il lui semblait donc hors de doute que c'est elle qu'il choisirait, elle qui se tenait au milieu, comme la sagesse. Mais Spiro, que pensait Spiro? Il avait juré. Il est vrai que les survivants ne restent pas toujours fidèles à leur serment à une morte. La vie a de ses obligations, dont celui qui meurt est délié, et celui qui est délié ne peut pas tenir lié celui qui demeure. Si ce n'est que la première fois que Spiro Tempini était tombé à l'improviste parmi elles, c'était lui qui avait fait son choix. Maintenant, pour vivre en paix, il comprenait que c'était à elle de choisir. Mais comment choisir, mon Dieu, s'il était seul et elle, 3?